préoccupe plus d'une entreprise aujourd'hui et leurs collaborateurs a fortiori. Je voudrais, avant de céder la parole à nos intervenants, peut-être faire un petit propos liminaire pour les présenter et puis pour vous présenter également le projet FACT QVCT, réponse à un appel d'offres de l'ANAC, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sur une thématique, encore une fois, d'actualité, qui fait suite également à la réforme des retraites dont on a beaucoup parlé l'année dernière et qui met en exergue la problématique de l'usure professionnelle, sujet qui nous est remonté assez, je dirais, de manière assez importante depuis l'adoption de la loi et qui est un sujet de réflexion, y compris au sein de notre commission sociale du MEDEF Lyon-Rhône, mais je sais que ce n'est pas un cas exclusif puisque les branches professionnelles sont également sur des réflexions similaires. Donc, nous avons souhaité répondre à cet appel à projet de l'ANAC, orienté qualité de vie et conditions de travail, dans l'idée de susciter et de provoquer de l'intelligence collective, comme on dit aujourd'hui, pour agréger un nombre maximum de réflexions et d'initiatives d'entreprises dans l'idée de faire bénéficier les unes de l'expérience des autres dans le cadre d'un processus qui soit cadré, qui est celui de l'appel d'offres de l'ANAC. Nous nous sommes donc rapprochés d'un certain nombre parce que l'année d'acteurs. dernière, on était dessus, on n'est pas partenaire, hein, tu vois. Donc, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a son micro. Aurélie Blanchet, Catherine Dallet. Est-ce qu'on a la possibilité de couper tous les micros, Aurélie? Alors, je vais essayer en essayant de ne pas couper le vôtre, surtout. Si vous me coupez le Tout micro, le, ce sera un peu la gênant, difficulté. mais voilà. Oui. Donc, ceux que je voulais vous présenter, ce sont tous les acteurs présents donc, dans notre webinaire de ce matin, qui sont tous partenaires autour de ce dispositif. Et je dirais que la diversité de ces partenaires est sans doute aussi l'une des raisons pour laquelle notre réponse à l'appel à projet a été retenue. En effet, notre réponse comportait je dirais, une concertation qui réunissait, outre Moodlight, dont je laisserai à Catherine et Aurélie le soin de se présenter, la présence, et je pense que c'est ça qui est assez notable, de deux services de santé interentreprise du travail du Rhône, enfin des deux principaux services de santé interentreprise du Rhône, à savoir AG Metra et AST, et également un facteur, je pense, qui est clé dans le fait que notre réponse ait été retenue, c'est que nous avons souhaité que cette réponse soit également paritaire à travers la présence de Christophe Dutheil, que je salue, Christophe au passage, hein, qui représente la CFDT Métallurgie, car je sais aussi que ce sujet qui va nous réunir aujourd'hui est un sujet de réflexion partagée de votre côté. Donc merci de vous être associé à la démarche et je sais que ça vous tient à cœur. Donc merci à la CFDT Métallurgie d'avoir répondu présente à l'appel. Et puisqu'on est dans la métallurgie, mais c'est un peu logique aussi, puisque c'est un appel d'offres, je le rappelle, qui présente trois caractéristiques. Premièrement, il s'adresse aux entreprises industrielles du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes et dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, jusqu'à 300 salariés. Donc c'est un peu frustrant pour nous parce que nous aurions souhaité y associer plus de monde, mais nous avons ces trois critères qui nous limitent, et en particulier celui de l'effectif. L'idée étant que peut-être on considère que les plus grandes entreprises ont en interne les moyens d'une réflexion
que les PME, TPE n'ont pas forcément. Et dernier acteur évidemment incontournable que je souhaite saluer ici, c'est la métallurgie UIMM Lyon-France, représentée par Luc ici, qui se présentera et qui présentera son secteur d'activité. Mais vous savez, dans le Rhône, comme partout en France, quand on parle de l'industrie, eh bien, on est tout de suite orienté vers l'UIMM, qui réunit l'essentiel des forces industrielles, pas exclusivement, mais en tout cas très majoritairement, partout en France, comme bien entendu sur notre territoire. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire en termes introductifs. J'espère que Catherine et Aurélie, cette présentation vous convient. Après, ce que je propose, c'est que l'on passe la parole aux uns et aux autres pour qu'ils puissent se présenter plus longuement, avant que nous n'entamions vraiment la présentation de notre sujet du jour. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Aurélie et Catherine, dire qui vous êtes et comment vous intervenez dans le dispositif. Bien volontiers. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà ravis, en tout cas, de vous accompagner dans ce projet. Alors, peut-être quelques mots sur Modilight. Donc, nous sommes une société à mission qui est dédiée à l'accompagnement des organisations dans les démarches de qualité de vie et de conditions de travail. Peut-être 2 mots sur nos principes d'intervention. Vous allez le voir à travers la présentation, parce que nous sommes présentes dans ce projet. Nous apportons le soutien méthodologique dans le déroulement du projet. Et on a des principes d'intervention qui sont basés sur l'écoute et le dialogue professionnel. Et on utilise également des méthodes d'innovation collaborative pour travailler en fait sur ces sujets de qualité de vie et de conditions de travail, avec vraiment un principe fort qui est d'aller jusqu'à la construction de plans d'action. Et vous allez le voir dans la démarche, l'objectif, c'est vraiment de comprendre pour agir et d'aider les organisations à prévenir l'usure professionnelle grâce à la qualité de vie aux conditions de travail. Donc, en ce qui me concerne, je suis cofondatrice de Modilight et j'occupe la fonction de directrice de prévention santé et qualité de vie et des conditions de travail. Donc, j'interviens plus particulièrement sur tous les aspects de diagnostic, qualité de vie et conditions de travail, de dialogue professionnel et toute la partie facilitation et innovation dont on va vous parler tout à l'heure dans le cadre du déroulé du projet. Je laisse Aurélie compléter et se présenter. Oui, donc moi je suis Aurélie Blanchet, bonjour à tous. Je suis l'autre cofondatrice de Modilight. Je suis en charge du développement des solutions en matière de qualité de vie et conditions de travail. Donc moi j'ai un parcours centré sur le design de dispositifs et orienté justement qualité de vie et conditions de travail, avec une formation universitaire sur le sujet. Et puis, j'ai également une expertise sur les sujets d'innovation et notamment d'innovation collaborative. Donc, je suis également facilitatrice et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez compris, l'intelligence collective est au cœur de notre approche. Voilà, en quelques mots. Luc, peut-être? Oui. Bruno, vous entend plus, vous avez votre micro coupé. Je vous propose maintenant qu'on poursuive et qu'on donne la parole à la métallurgie, forcément bien présente et bien représentée. Peut-être en commençant par Christophe pour expliquer votre implication dans ce projet commun. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis le secrétaire adjoint du CIMETAL Alpes-Loire, mais je suis aussi au bureau fédéral et dans l'Interpro, en charge donc des questions de santé, qualité de vie au travail et des travailleurs en situation de handicap. Et on le sait que ce qui se mesure se pilote, et notre implication, c'est une posture de facilitation. Voilà, c'est essayer de mettre de l'huile dans les rouages. L'intelligence collective, c'est aussi d'intégrer les partenaires sociaux. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir participer à ce genre d'action, puisque le succès, il est entre nous. Et ce sera l'occasion de mettre un peu d'huile dans les rouages. Merci Christophe. Et nous poursuivons dans la métallurgie. Et Luc, si vous pouvez vous présenter et puis présenter un peu votre secteur d'activité, ce qu'il représente en particulier dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pas de souci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, ce matin, je représente l'UMM Lyon France, donc le secteur de la métallurgie. Donc les entreprises qui ont en ce moment la chance et l'opportunité d'appliquer la convention collective de la métallurgie. Je fais juste un petit clin d'œil parce qu'on vient effectivement de changer, en tout cas de mettre à jour notre convention collective. Donc je sais que ça occupe pas mal les entreprises sur ces questions-là. Donc le secteur de la métallurgie dans le Rhône, en fait, c'est à peu de choses près, en tout cas pour l'UMM, environ 600 entreprises qui touchent de près ou de loin le métal. C'est-à-dire que dans les fabrications, globalement, il y a du métal, mais ça va effectivement de la fabrication d'automobiles, à l'électronique, aux dispositifs médicaux, à l'aéronautique, etc. Donc, c'est des secteurs quand même très variés, des tailles d'entreprises très variées, de très grosses entreprises et puis également des TPE. Pour lesquels le sujet d'aujourd'hui est de plus en plus important. Preuve en est le nombre de sollicitations qu'on peut avoir de manière directe ou indirecte avec des volontés d'entreprise d'avancer sur le sujet QVT seul ou en groupe, de partager des bonnes pratiques, de voir ce qui se fait ailleurs, de découvrir ce qui n'est pas appliqué chez elles, et on le verra à travers les échanges qu'on va avoir par la suite, l'importance des sujets. Et pour ma part, plus spécifiquement, moi je suis en charge de la prévention des risques, donc des risques plutôt santé, sécurité et également environnement, qui est un petit peu moins le sujet aujourd'hui, et donc également des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, aux côtés de mes collègues juristes en droit social que plusieurs d'entre vous ont également régulièrement au téléphone. Voilà. Merci Luc pour cette présentation, et je voudrais qu'on finisse ce petit tour de table de présentation. Je crois voir que les services de santé au travail sont représentés. Donc je vais laisser, alors leur directeur, malheureusement, Patrice Cournot et Jean-Robert Stenman, qui étaient annoncés dans le slide que vous avez sous les yeux, n'ont pu se rendre disponibles, mais ils nous ont chargé, bien entendu, de transmettre leur pleine motivation et implication pour associer leurs services sur un sujet qui les concerne évidemment au premier chef, hein, que ce soit santé au titre de la prévention. Et de plus en plus, les services de santé au travail sont orientés dans cet axe et donc participent à ce type d'initiative, et se sont tout naturellement, je dirais, associés au projet. Si la dame qui représente, je crois, AST veut en dire deux mots, madame, la parole est à vous. Non? Il n'y a pas de représentant des services de santé, Aurélie? Alors non, a priori, ils n'ont pas pu se libérer pour l'occasion. Alors on a peut-être une inscription d'un service de santé au travail, mais indépendant du partenariat. Mais en tout cas, effectivement, si la personne inscrite, je vois pas vraiment les organisations, mais veut s'exprimer sur le sujet, elle est bien sûr la bienvenue. Elle aura aussi l'occasion à un autre moment ainsi de s'exprimer, donc pas d'inquiétude. Ah, du coup, si. Aurélie, je vous propose de garder c'est la Monsieur parole. Ménard. Si, c'est Monsieur Ménard, a priori, mais qui n'a pas le micro. Oui, parce que j'ai coupé les micros tout à l'heure. Alors attendez, je vais lui réactiver son micro. Voilà. Normalement, vous pouvez le réactiver. En effet, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonjour, Sébastien Médard, donc ergonome à la ST Grand Lyon. En effet, donc je confirme en effet la volonté de notre service, et plus largement en fait des services de prévention de santé au travail, de s'insérer dans ces dispositifs. Donc nous avions candidaté d'ailleurs sur un projet l'année dernière. Alors, je n'ai pas le projet en tête, en réalité, ce n'était pas moi, hein, c'était une de mes collègues psychologues du travail. Bon, et puis ça ne s'était pas fait, mais plus largement, en effet, non seulement en fait, on peut être amené en fait nous-mêmes à être des candidats à la mise en œuvre, voilà, de dispositifs auprès des entreprises, mais aussi être des vecteurs, je dirais, de ces dispositifs sur nos adhérents. Voilà. Je n'en dirai pas plus, et je laisserai, le cas échéant, en effet, notre directeur dans le futur s'exprimer sur le sujet de façon un petit peu plus précise quand le moment viendra de le faire. Merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion de
coopérer ensemble dans les plans d'action. Donc, merci d'être présent. Tout à fait, merci à vous. Voilà. Alors, je vous propose de donner la parole à Aurélie pour que, Aurélie, vous nous présentiez le projet tel que vous l'avez prévu à travers les slides que vous allez nous présenter. En commençant par avant, contexte quelques et éléments. Avant de rentrer dans c'est Catherine qui va oui, vous présenter quelques éléments de contexte. Oui, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, enfin sur le programme lui-même du projet, c'était de partager quelques éléments de contexte et d'enjeux sur la prévention de l'usure professionnelle. Et puis on voulait démarrer d'ailleurs avec ça, avec un petit sondage par rapport à une question qui nous a beaucoup interpellés. Et donc, on vous interpelle à votre tour. Donc, le sondage, vous allez le voir dans la conversation. On vous demande quelques instants pour y répondre. À votre avis, quel est le pourcentage de salariés qui ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite? Est-ce que c'est 37%, 25% ou 15%? Je vous demande juste une petite seconde parce que le sondage est en train de charger, mais normalement, vous devez le voir. Oui. il faut cliquer où pour répondre à la question? Il est en train de charger, je pense, parce que comme on est nombreux à être connectés, j'ai l'impression que c'est un peu long. Vous ne le voyez pas dans la conversation? Il y en a beaucoup qui répondent. Hein. Oui. Bon, je pense qu'on peut anticiper. Oui. Alors, on va, de toute façon, on va passer, donc c'est 37%. On peut passer d'ailleurs la diapo. Alors, 37%, c'est énorme, mais c'est en moyenne. 37% en fait de collaborateurs qui ne se sentent pas capables de tenir jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, c'est un chiffre qui nous vient d'une étude de la DARES, qui est une étude sur les conditions de travail qui a été publiée en mars 2023. Alors, le 37%, il est déjà élevé et c'est en moyenne sur l'ensemble des salariés qui ont répondu. Mais cette question en fait de la soutenabilité du travail jusqu'à l'âge de la retraite, elle décroît fortement avec l'âge, ce qui veut dire que ce chiffre de 37%, il passe à 59% lorsqu'on s'adresse aux salariés de moins de 30 ans. Donc c'est assez interpellant. Et il est à 18% sur les 50 ans et plus. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, pas tant que ça, parce que les salariés en fait, qui travaillent sur les postes les plus exposés aux risques professionnels les quittent au fil du temps. Alors, soit pour des raisons de santé, soit parce que ils sortent de l'emploi, et c'est tout l'enjeu de la question de la prévention de l'usure professionnelle. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment un sujet, en tout cas, d'actualité et qui nous interpelle, d'autant plus qu'on le sait, il y a un vieillissement de la population active et puis la réforme des retraites, enfin les réformes d'ailleurs successives des retraites qui ont allongé la durée du travail, nous amènent de plus en plus dans nos organisations à se poser la question de cette prévention de l'usure professionnelle. Et puis vous avez aussi des sujets que vous devez vivre dans vos organisations avec des exigences accrues sur les questions de réalisation de conditions de travail, avec une accélération des changements, avec une intensification du travail, et puis toutes ces maladies chroniques qui continuent à générer un certain nombre d'arrêts de travail, et pour les plus connus et celles qui génèrent des arrêts les plus longs, les troubles musculo-squelettiques, et puis toutes les questions, toutes les dégradations de la santé mentale autour des affections psychiques. Donc ce sujet est un sujet en tout cas de préoccupation pour l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent sur les questions de conditions de travail. Alors une fois qu'on a dressé le contexte, la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on entend par prévention de l'usure professionnelle. Alors on a remis une définition de cette usure professionnelle qui est une définition de l'ANACT. C'est un processus d'altération de la santé, mais sur des dimensions en fait qui sont plurielles, alors on a souvent en tête la dimension physique, mais pas que. On a également une altération sur la dimension psychologique et psychique et aussi sociale, avec des symptômes
souvent que l'on connaît plus facilement sur la partie physique. J'ai parlé tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques, mais il y a d'autres douleurs, des troubles aussi du sommeil. Et puis, il y a la dimension psychique qui se traduit notamment par des questions de perte de sens, de désengagement, et puis tous les symptômes cognitifs qui sont les troubles de l'attention, les difficultés de concentration. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des symptômes de la prévention, enfin de l'usure professionnelle et qui nous permettent en tout cas de partager une définition commune lorsqu'on parle de ce sujet. Alors, une fois qu'on a vu les symptômes, quelles sont les causes, puisque en fait, notre objectif à travers ce projet, c'est de travailler sur les causes. Donc, elles sont multifactorielles, ce qui fait la difficulté d'ailleurs de trouver les actions les plus adaptées. Et parmi les facteurs liés aux conditions de travail, alors on connaît et on cite assez facilement les contraintes professionnelles de type port de charge, les manutentions qui peuvent générer cette usure sur un plan physique. Mais vous voyez, il y a d'autres causes qui peuvent générer de l'usure professionnelle qui ont trait notamment au parcours professionnel. Par exemple, l'absence d'évolution professionnelle ou encore les manques de reconnaissance peuvent avoir en tout cas des effets d'usure. Et puis toutes les questions d'organisation du travail, notamment tout ce qui va concerner les conditions de réalisation du travail, les consignes, les objectifs qui soient plus ou moins atteignables, et puis toute la question de l'autonomie, de la marge de manœuvre. Donc tous ces sujets-là sont des causes potentielles d'usure, mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont aussi des facteurs qui sont soutenants et qui peuvent en tout cas prévenir l'usure, d'où le fait qu'on associe dans notre projet qualité de vie et conditions de travail et prévention d'usure professionnelle, parce que vous allez le voir, les leviers, on les trouve autour de ces sujets et tout l'enjeu en fait, du projet, c'est de diagnostiquer plus précisément dans vos organisations, compte tenu de votre secteur d'activité, les causes et de pouvoir travailler sur les solutions. Et on va le voir à travers ce projet, puisque l'enjeu aussi, c'est bien évidemment d'agir sur la prévention de la santé des salariés, mais aussi sur la santé de l'organisation, en évitant les pertes de compétences, l'absentéisme, le turnover ou la dégradation du climat social. Donc, on a vraiment un enjeu double qui touche l'individu et le collectif, et donc la santé de l'entreprise de manière plus générale. Voilà pour les éléments de contexte, pour qu'on soit en tout cas en phase sur ce qu'on met derrière la prévention de l'usure et les enjeux qui les sous-tendent. Peut-être avant d'avancer un peu plus en amont sur le contenu du projet, Luc, quelques éléments complémentaires sur la partie plutôt, en tout cas, métallurgie en termes de chiffres et d'éléments qui pourraient aussi compléter ce que je viens d'évoquer. C'est vraiment pour compléter et ça va bien dans le sens. Là, c'est un peu la partie visible de l'iceberg quand on commence à regarder les accidents de travail et les maladies professionnelles. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Au global, on observe des baisses, que ce soit sur les accidents de travail ou les maladies professionnelles. Il y a dans le secteur de la métallurgie de moins en moins, et ça a été encore plus confirmé en 2022, on n'a pas encore totalement les statistiques, mais il y a de moins en moins d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, pour le coup, c'est que la durée d'arrêt de travail qui fait suite soit à l'accident professionnel, soit à la maladie professionnelle, la durée d'arrêt est-elle de plus en plus longue. Donc là aussi, c'est multifactoriel, comme Catherine le rappelait, mais ça montre bien qu'en tout cas, il y a des actions à mettre en œuvre sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Je vous ai remis, voilà, enfin, les chiffres, les chiffres sont ici. J'ai pas mis de chiffres sur l'inaptitude au travail, qui est encore quelque chose de très visible. Et là aussi, on peut quelque part s'inquiéter. Je regardais ce matin en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même une hausse des licenciements pour inaptitude de l'ordre de 35% entre 2016 et 2022. Donc, c'est des périodes très courtes avec des chiffres qui donnent un peu le vertige quand même. Donc là aussi, c'est des choses très visibles. Mais c'est des chiffres sur lesquels, effectivement, il est important quand même de se poser et qui montrent l'ampleur et l'importance du sujet. Bon, après, Catherine l'a bien rappelé, côté maladies professionnelles, l'immense majorité des maladies professionnelles dans notre secteur, ça reste, comme ailleurs, les troubles musculo-squelettiques qui représentent des stats très, très importantes. Voilà, et puis après, j'ai voulu faire un petit zoom sur la slide d'après, sur
sur les risques spécifiques de la métallurgie, là où on se différencie effectivement par rapport à aux autres secteurs d'activité, eh ben, on est dans un milieu sonore bruyant et c'est quasiment le facteur de risque le plus différenciant en fait par rapport aux autres secteurs d'activité. Donc il y a quelques maladies professionnelles de surdité professionnelle, mais c'est un des facteurs sur lesquels on doit travailler. Évidemment, il y a des poussières de métaux avec des impacts santé importants. On utilise aussi des machines et des outils vibrants, donc les TMS ne sont pas le fruit du hasard. Et puis, les salariés sont exposés à des agents chimiques, que ce soit des solvants, que ce soit des fumées de soudage ou des poussières de métaux qui ont des impacts long terme. À nouveau, on tombe pas malade du jour au lendemain avec ces produits-là, mais il y a des impacts santé importants sur du long terme là-dessus. On est également encore dans beaucoup d'entreprises sur des rythmes de travail sollicitants. Et comme le disait Catherine, avec des phénomènes qui se sont amplifiés depuis le Covid, c'est un peu le dernier point sur des up and down dans les entreprises, des difficultés d'organisation liées à des commandes à livrer très rapidement et des moments plus calmes, et après ça repart de manière très intense, et il est clair que ça complexifie un peu là aussi l'exposition des salariés et l'état de santé des salariés. Voilà, juste pour donner quelques petits chiffres, illustrer quelques petits chiffres avec la métallurgie. Merci Luc. Peut-être Aurélie, tu peux poursuivre sur les enjeux. Ton micro est coupé. Oui, on va revenir sur les enjeux, mais je pense que vous les avez déjà bien appris de la part de ce qui vous a été partagé par Catherine et Luc. Donc le premier, bien sûr, c'est assurer l'attractivité des métiers de l'industrie. On a entendu que l'industrie était pourvoyeur d'emploi et qu'il y avait un enjeu pour attirer les talents. On sait que... Pardon ? Ah, il y a un micro ouvert. On sait que voilà, on a des difficultés de recrutement dans tous les métiers, mais qui est également vrai dans vos secteurs. Donc, c'est aussi un enjeu fort et qui est en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a aussi la question de la promotion des formations pour assurer le maintien des compétences. Donc, on l'a dit, les salariés sont amenés à travailler de plus en plus longtemps. Donc, c'est aussi maintenir l'employabilité des salariés et de faire en sorte qu'ils puissent rester en poste le plus longtemps possible. Et puis, on a bien sûr cette question de prévention de santé globale. Donc, on l'a dit, on a des risques physiques, on a également des risques psychosociaux. Catherine l'a rappelé, quand on parle de prévention de l'usure professionnelle, on n'est pas que sur les risques physiques. Donc, il y a cet enjeu aussi sur la santé mentale des collaborateurs, et on le verra que c'est une dimension qu'on approche aussi dans notre projet. Donc, sur les enjeux et sur tout le contexte, je pense que on a fait le tour. Je vous propose de rentrer dans le vif de la présentation du projet. Donc, ce projet, il vise à accompagner les entreprises industrielles dans leur démarche qualité de vie et de conditions de travail pour prévenir l'usure professionnelle. Je reviens rapidement sur ce qui a été présenté en introduction par Bruno Vernet. On est bien à destination, vous l'avez compris, du secteur industriel. Sur les entreprises de moins de 300 collaborateurs, et j'insiste là-dessus, on intègre également dans le périmètre les TPE. Et vous le verrez, on a un dispositif qui permet en tout cas de les accueillir, notamment sur la phase d'enquête, ce qui n'est pas toujours facile pour ces organisations de petite taille. Mais du coup, on a prévu en tout cas de pouvoir les associer à ce dispositif. On considère qu'effectivement, comme l'a dit Bruno, elles sont potentiellement moins outillées sur ces thématiques, et qu'il y a eu vrai intérêt à les associer dans cette démarche. Et puis, on sera dans la région Aura, je ne reviens pas dessus. Ce que je voulais dire également, c'est que si vous êtes inscrit à ce webinaire, a priori, vous faites partie de ce périmètre. Maintenant, vous pouvez être aussi prescripteur de ce dispositif. Donc, n'hésitez pas effectivement, si certains représentent des groupements d'entreprises ou des fédérations, de pouvoir relayer le dispositif auprès de vos adhérents. On vous remettra à l'issue de ce webinaire un petit support de présentation du dispositif qui vous permettra justement de pouvoir le relayer. Donc, on est vraiment ouvert en tout cas à toute diffusion pour permettre d'avoir un maximum de représentativité en tout cas des entreprises dans la région sur ce secteur. Alors, pourquoi participer au projet ? Très concrètement, au-delà des enjeux qu'on vient d'évoquer, l'idée, c'est de pouvoir recueillir la perception de vos collaborateurs sur leur santé physique, leur santé mentale et sur les conditions de travail.
Donc, on a bien évoqué ce qu'on entendait par qualité de vie et conditions de travail. Donc, on l'aborde vraiment de façon puriste telle que le définit l'ANI. Donc, on sera bien sur le contenu du travail, sur l'environnement du travail, sur le management, sur toutes les relations sociales. Donc, on aborde vraiment tous ces champs et c'est l'occasion du coup de mieux percevoir, de mieux appréhender ce que ressentent vos collaborateurs sur ces sujets. Donc, vous pourrez bénéficier dans le cadre de ce projet d'une restitution globale pour justement mieux appréhender les problématiques qui sont rencontrées par les entreprises. On reviendra dessus juste après. Et puis, l'enjeu vraiment de ce dispositif, il est de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche en produisant des solutions concrètes. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des actions opérationnelles qui puissent être facilement implantables dans les entreprises, qui puissent être aussi transférables. On verra après de quelle manière on a prévu aussi un dispositif de transfert auprès des entreprises participantes ou non participantes au projet, puisqu'elles pourront également avoir connaissance du fruit des travaux de ce projet. Je vous interromps juste une seconde, Aurélie. Oui, je vous en prie. Il s'agit donc d'un processus, j'allais dire en 3, mais du coup, on passe à 4 phases. La première phase étant la phase d'enquête, qui est d'ores et déjà en cours aujourd'hui. Oui, on va y revenir, bien sûr. D'accord, ok. Oui, on va revenir sur chacune des étapes. Là, effectivement, vous avez le dispositif en 4 phases qui vous est présenté dans sa globalité. On reviendra plus précisément sur l'étape du questionnaire et puis Catherine vous parlera des ateliers collaboratifs. Très globalement, donc la première étape, c'est effectivement de sonder vos collaborateurs, donc à travers une enquête. J'y reviendrai juste après. Cette enquête, elle est effectivement déjà ouverte. Certains d'entre vous, d'ailleurs, je crois, y ont déjà participé. Il y a, je crois, des entreprises qui sont représentées ici et qui ont déjà participé au dispositif. On a prévu d'ouvrir cette enquête jusqu'au 30 avril, donc ça vous laisse largement le temps, en tout cas, de pouvoir déployer le dispositif et surtout de communiquer auprès de vos collaborateurs. Dans un deuxième temps, donc très probablement début juin, la date n'est pas encore arrêtée, mais on reviendra vers vous évidemment, il y aura un webinaire de restitution des résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de produire une cartographie globale de toutes les problématiques et de tous les enjeux des entreprises, de vos métiers en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Donc j'insiste sur le fait aussi que cette restitution, elle sera globalisée, donc vous n'aurez pas de restitution individuelle. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une photographie de vos métiers, sachant qu'on aura quand même des questions de segmentation et on aura la capacité quand même de restituer les résultats, notamment en fonction de l'âge, puisqu'on est sur les questions d'usure professionnelle, c'est un item qui nous paraît important. Donc on pourra aussi regarder s'il y a des différences significatives sur le plan statistique en fonction de l'âge de vos collaborateurs. Et puis, on aura également des segmentations en fonction des métiers et puis des tailles d'entreprise. Donc, ça vous donnera quand même des points de repère pour vous situer par rapport aux résultats globaux. Ensuite, on aura la phase du coup de plan d'action où on organisera des ateliers d'intelligence collaborative avec vos collaborateurs pour produire des plans d'action. On y reviendra en détail un peu plus tard. Et puis enfin, la dernière étape de ce dispositif, elle concerne vraiment l'étape de transfert et de diffusion. On souhaite élaborer un ouvrage qui prendra très certainement la forme d'un livre blanc dans lequel on reviendra évidemment sur les résultats de l'enquête qui pourront être partagés au plus grand nombre, mais on proposera également aux différents partenaires et aux différentes entreprises qui auront participé au dispositif de pouvoir témoigner déjà de leur engagement en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Donc, c'est aussi un moyen pour chacun d'entre vous de pouvoir valoriser vos actions et de vous positionner sur ces sujets auprès de l'écosystème. Et puis, enfin, bien sûr, on pourra revenir sur les solutions qui ont été produites, tout ça dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir les diffuser, de pouvoir les implanter dans d'autres entreprises et de pouvoir faire des retours d'expérience sur les premières expérimentations. Donc cette étape, elle est vraiment importante dans le projet, c'est un vrai attendu parce que c'est le fruit finalement de l'ensemble des travaux et qui pourra en tout cas concerner le plus grand nombre. Quand bien même vous n'aurez pas participé en tout cas à l'ensemble du dispositif, vous pourrez bien sûr consulter cet ouvrage et bénéficier du fruit des travaux des entreprises. Alors pour revenir sur l'enquête très concrètement, l'enquête elle prend la forme d'un questionnaire. Ce questionnaire, c'est un questionnaire qui est conçu par des chercheurs, enfin qui a été conçu par des chercheurs de l'INRS,
Et on insiste là-dessus parce que c'est aussi important d'avoir une enquête robuste. Elle dispose d'échelles de mesures référencées, donc on aura des modèles d'analyse qui sont éprouvés et qui pourront en tout cas permettre une analyse robuste et fiable. Très concrètement, c'est une enquête qui est complètement digitalisée. Donc, on vous montrera juste après les outils qu'on a mis à disposition, mais elle est accessible via un lien URL ou même via un QR code, hein, ce qui peut être utile aussi pour les métiers qui ne disposent pas forcément de poste informatique. Donc, on verra quels outils on a mis à votre disposition. Et vos collaborateurs peuvent y accéder soit sur un PC, un ordinateur classique, ou même sur un téléphone portable. Donc, ça peut être également utile pour ceux qui n'en sont pas équipés. L'enquête, elle est évidemment complètement anonyme. Elle est accessible sans création de compte. Donc, on ne demande pas, en tout cas, les coordonnées et les adresses mail des participants, ce qui garantit cette confidentialité et ce qui est aussi beaucoup plus simple d'accès. Donc, une fois que la personne, enfin le collaborateur a cliqué sur le lien, il accède directement aux questions. Donc, c'est vraiment un questionnaire qui est simple et qui est facile d'accès. Il comporte environ 80 questions. Le temps de passation, il est d'environ une quinzaine de minutes. Donc, c'est relativement rapide. Ça nécessite quand même de se poser un moment dans un coin pour pouvoir y répondre. Et puis, comme on l'a dit, je reviens rapidement sur les thèmes qui sont abordés, mais il aborde tous les déterminants de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on a des questions autour de la santé physique, on a évidemment des questions autour de la santé mentale, et puis on a tout ce qui concerne le travail. Donc, c'est vraiment le cœur du questionnaire. Et on aborde les questions d'environnement physique, donc en lien avec les problématiques des troubles musculo-squelettiques qu'on a abordées tout à l'heure. On aborde aussi les questions d'organisation du travail, les questions de l'activité et du cadrage de l'activité. Donc, on associe toutes les questions autour du management dans ce dispositif. Donc, voilà brièvement ce que je voulais vous dire sur l'enquête. Sur la façon de déployer l'enquête, on en a un petit peu parlé. Donc, si vous êtes intéressé pour participer, on vous donnera les liens d'inscription. Vous bénéficierez d'un kit complet pour diffuser le dispositif auprès de vos collaborateurs. Donc, on a mis en place un petit flyer, vous le voyez sur la droite, qui réexplique en tout cas la démarche, les enjeux, qui rassure aussi sur tout ce qu'on vient d'évoquer, la minima, etc., pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de participation à ce dispositif. Et puis, vous aurez le lien URL et le QR code pour les collaborateurs qui peuvent le flasher directement et accéder à l'enquête. Et puis, on met également à disposition une affichette pour notamment les ateliers potentiellement sur les personnes qui travaillent en atelier. Sur les ateliers, justement, alors les ateliers d'intelligence collective, cette fois-ci, peut-être Catherine, je peux te laisser poursuivre. Donc ça, c'est la deuxième partie du projet. C'est une fois qu'on a mené à bien le diagnostic via le questionnaire notamment, qui va permettre d'avoir des éléments, en tout cas pour identifier les sujets sur lesquels il y a des axes d'amélioration à mener. Donc ce diagnostic va permettre d'identifier les thématiques sur lesquelles il va falloir travailler. Et donc, on propose de travailler sur ces thématiques et sur la recherche de solutions à travers des ateliers d'intelligence collective que l'on va animer grâce à des méthodologies d'innovation collaborative. L'objectif, c'est vraiment de réunir des collaborateurs de vos entreprises sur la base du volontariat. Alors, ça peut être des ateliers qui seront inter-entreprise ou un atelier qui pourrait être une entreprise qui décide de réunir ses collaborateurs pour travailler sur une thématique en particulier, sachant qu'un atelier d'intelligence collective, ça réunit à peu près 10 collaborateurs. Donc, ça peut être, encore une fois, 10 collaborateurs d'une même entreprise ou on peut imaginer un thème qui est assez central, qui est commun et qui puisse réunir des collaborateurs de chacune des entreprises du secteur et qui ont participé ou pas d'ailleurs à l'enquête qualité de vie au travail. La condition, c'est vraiment d'appartenir au secteur d'activité qui est visé par le projet, d'être dans une entreprise de moins de 300 et d'être en aura. Donc, mais vous le comprenez, ces ateliers, c'est vraiment
la deuxième phase qui a pour objectif de construire des solutions et donc d'avoir, en tout cas en face du diagnostic, des solutions qui sont au plus près de vos réalités quotidiennes de travail, au plus près de vos contraintes. Je vais donner un exemple. Si au sortir du diagnostic, eh bien, un thème qui est un thème assez récurrent qui sort, qui est celui de la reconnaissance, qui, on l'a vu tout à l'heure, dans les causes de l'usure professionnelle, c'est un sujet qui peut en tout cas qui peut émerger, eh bien, on peut imaginer un atelier autour de cette question de la reconnaissance. Et l'objectif de l'atelier, ce sera de produire des solutions qui soient le plus concrètes possible et qui permettent de favoriser la reconnaissance. Bien évidemment, on fera une restitution, comme l'a dit Aurélie, de ces ateliers aux entreprises via, encore une fois, une modalité de webinaire, et puis ça viendra enrichir le livre blanc, puisque l'idée, encore une fois, et c'est vraiment l'esprit des projets qui sont lancés par le FAC, c'est de pouvoir aussi diffuser les bonnes pratiques et de permettre, en tout cas, au plus grand nombre de pouvoir profiter de ces solutions qui sont construites en intelligence collective et qui puissent ensuite être déclinées dans les organisations. Voilà en synthèse les ateliers d'intelligence collective dont vous retenez le principal objectif, produire de l'action. Alors, on vous a mis quelques thématiques qui sont vraiment que des exemples parce que, encore une fois, l'intelligence collective à travers ces ateliers permet de traiter tous les champs de la qualité de vie au travail. Et donc, c'est vraiment, à titre d'exemple, qu'on vous a mis des sujets comme l'organisation de la transition entre activité salariée et retraite, les questions de prise en compte des avis dans les changements organisationnels. Alors ça, ce sont des sujets assez récurrents que l'on retrouve, nous, de manière assez récurrente dans les organisations. Et là, on sait aussi que ce sujet de la prise en compte des avis dans les changements organisationnels, c'est vraiment des facteurs soutenants pour prévenir justement des questions d'usure professionnelle. Si je m'en reporte encore aussi à l'étude de la DARES, on peut traiter, là je vais parler de la question de la reconnaissance, de la question de la transmission des savoirs entre salariés qui rentrent dans la vie active et seniors. Donc les sujets vraiment sont multiples et tout l'enjeu du diagnostic, c'est d'identifier les thématiques qui sont les plus récurrentes dans votre secteur d'activité pour pouvoir ensuite les traiter avec des solutions au plus près de vos réalités de travail. Voilà sur les thèmes. Et puis, on va, en complément vraiment de toutes ces phases, pour nourrir encore une fois le diagnostic et la compréhension des situations de travail et de vos réalités dans votre secteur d'activité. On a aussi prévu la possibilité d'interviewer des acteurs de vos entreprises pour essayer de prendre en compte vos attentes, vos préoccupations, toujours autour de cette thématique de la prévention d'usure professionnelle et de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, c'est des entretiens semi-directifs qui durent environ 45 minutes. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse en tout cas mener ces entretiens. Ça permet vraiment de compléter le diagnostic, de vous écouter et puis également d'enrichir également le livre blanc dont on a parlé tout à l'heure. Et les personnes interviewées visées, c'est les dirigeants, les fonctions RH et puis les représentants du personnel, toujours avec cet objectif d'avoir une représentation plurielle des points de vue et de l'analyse qui en est faite dans chacun de vos organisations. Donc ça viendra vraiment nourrir aussi toute la démarche qu'on vient déjà de présenter. On vous a remis le petit QR code dont faisait référence Aurélie. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Donc, comme ça, vous pourrez, si vous êtes intéressé, cliquer sur ce lien, ce qui vous permettra en tout cas d'avoir accès au formulaire pour participer à ce projet et nous de pouvoir revenir vers vous si vous souhaitez aller plus loin sur ce projet. Oui, je précise juste qu'on est bien sur le QR code qui vous amène au formulaire d'inscription et pas le QR code qui amène au questionnaire.
Oui, autrement dit, il faut d'abord s'inscrire et ensuite, quand on est inscrit, on reçoit le questionnaire, c'est ça? On reçoit le kit Oui. de déploiement pour effectivement, avec un petit mode d'emploi pour effectivement permettre la diffusion auprès des collaborateurs. Tout à Alors, fait. simplement, je réponds à une question qui est posée Oui. sur le fil, mais qui est bien classique. On nous demande si on pourra disposer des supports de présentation. Évidemment, la réponse est Bien oui. sûr, bien Voilà, sûr, il bien sera sûr, diffusé à tous les participants. bien sûr. Donc, Euh, vous est-ce avez que, donc le lien oui, donc, dans la conversation qui vous permet d'accéder au formulaire d'inscription si vous souhaitez recevoir les éléments pour pouvoir participer à cette enquête. l'enquête a démarré déjà, Oui. Catherine. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui à date des retours de cette enquête? On a quelques entreprises qui ont déjà déroulé l'enquête en fait auprès de leurs collaborateurs. Alors pour l'instant, nous, c'est en termes d'analyse ou en termes d'éléments, c'est ouvert, donc on n'a pas fait d'analyse, mais c'est en cours. Il y a déjà des entreprises de plusieurs tailles hein, qui ont déjà fait l'information auprès de leur CSE, de leur personnel et qui ont déjà transmis le lien le QR code. Donc, on a déjà un certain nombre de collaborateurs. Je crois qu'on doit avoir une centaine hein, à date de collaborateurs qui ont rempli le questionnaire. Alors, je continue la lecture du fil, hein, je me fais le traducteur des questions qui sont Oui. posées. Jusqu'à quelle date peut-on s'inscrire? Le questionnaire est ouvert jusqu'au 30 avril, donc il faut quand même un petit peu de temps pour l'entreprise pour permettre le déploiement, mais on n'a pas mis de date limite. En tout cas, jusqu'à début avril, mi-avril, c'est encore jouable. Vous avez Oui, ça va largement le Je temps. pense dépendre. que ce qu'on peut répondre, c'est que, comme toujours en pareille situation, le plus tôt sera le mieux, hein, c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Bien Et il sûr. y a une question supplémentaire, comment vont se dérouler les ateliers? On va demander aux entreprises qui auront du coup participé à l'enquête de se manifester. Donc, ça sera très probablement un appel qu'on fera lors du webinaire de restitution, de se manifester si elles souhaitent justement contribuer à des ateliers d'intelligence collective. Donc, on privilégiera bien sûr celles qui ont participé aux enquêtes. On verra si on l'ouvre à d'autres entreprises. Et ces ateliers réuniront, comme l'a dit Catherine, des collaborateurs de ces entreprises en présentiel. Idéalement, on est sur la région RA, donc ça ne devrait pas poser trop de difficultés pour justement les réunir le temps d'une journée ou de 2 demi-journées. Le format reste à voir pour justement travailler sur ce dispositif de coopération. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. En tout cas, ce seront les entreprises volontaires et c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais le fait de participer à l'enquête n'oblige pas à participer aux ateliers. Donc on peut tout à fait s'inscrire dans la première étape, sachant que de toute façon les ateliers, on ne pourra retenir qu'un certain nombre d'entreprises parce qu'évidemment, ou de participants à l'enquête, on n'aura pas la capacité à mener des ateliers auprès de toutes les entreprises. Donc voilà, mais si vous souhaitez dès à présent vous inscrire dans la totalité du dispositif, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous permet, nous, de savoir déjà que voilà, vous souhaitez aller jusqu'au bout de la démarche et participer à ces ateliers. Et de On la même renseignera manière, d'ailleurs peut-être cette colle dans le formulaire d'inscription, on va la rajouter. Et de la même manière, comme je l'avais évoqué, le fait si vous ne participez pas à l'enquête, vous avez quand même la possibilité de participer aux ateliers. Donc vraiment, c'est noter que ces deux phases sont dissociables et donc c'est en fonction et de vos disponibilités et de ce que vous avez fait. Par exemple, on a eu des entreprises qui nous ont sollicité en nous disant, nous, on a déjà un questionnaire qualité de vie au travail en cours de passation auprès de nos salariés. En revanche, on serait intéressé pour les ateliers parce que on a le résultat de notre questionnaire, mais on aimerait bien contribuer au plan d'action parce que nous-mêmes, on est en réflexion sur les plans d'action. Donc, vous voyez, c'est vraiment à la carte en fonction de où vous en êtes sur ces sujets et puis de la manière dont vous voulez y contribuer dans vos organisations. Je n'ai pas a priori d'autres questions sur le fil. Est-ce qu'il y a parmi les participants des personnes qui souhaitent poser une question?
ça veut dire, Aurélie et Catherine, que vous avez été d'une précision exemplaire. Oui, moi j'ai une question. Oui, Ah oui, oui, madame. Est-ce que toute cette démarche sera rémunérée par les entreprises ou est-ce qu'il y a des fonds qui vont aider au financement? C'est totalement, en fait, il n'y a aucune contribution financière demandée aux entreprises puisque c'est un projet qui est financé, enfin pour partie, avec le soutien du Fonds d'amélioration des conditions de travail. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels, en tout cas, il n'y a aucune contribution financière qui sera demandée aux entreprises. Donc il n'y a aucun reste à charge. Non. D'accord. Et le budget, l'enveloppe globale, on peut la connaître? Elle est pour partie du financement du fonds et puis pour partie des contributions des porteurs. Donc, puisqu'il y a aussi dans nos actions hein, cette volonté de diffuser, de déploiement. Donc, il y a aussi une partie qui est liée à nos contributions respectives. Mais j'ai plus les chiffres en tête de la contribution du fonds, puisqu'il y avait plusieurs projets hein, qui ont été retenus, dont celui porté par le MEDEF Lyon-Rhône. Mais donc voilà, c'est une contribution pour partie, en tout cas, du Fonds d'amélioration des conditions de travail. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonjour. Oui. Oui, Monsieur Boicaz, à Carsat-Rhône-Alpes. Donc, j'avais posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu, je l'ai reposée. C'est est-ce qu'on peut avoir les supports de présentation PPT? Parce que moi, on intervient dans beaucoup d'entreprises et ça peut être quelque part intéressant pour les collègues qui sont contrôleurs de sécurité, ingénieurs conseil, de faire passer votre message et de voir si des entreprises sont intéressées par cette démarche, sachant qu'on visite quand même beaucoup d'entreprises par notre service prévention des risques professionnels, santé au travail. Pas de souci, oui. J'avais eu un de vos collègues d'ailleurs à qui j'avais effectivement déjà adressé des supports, mais on vous les relaiera tout à fait, parce que toutes les diffusions sont effectivement sont intéressantes, et puis c'est vrai que ça permet en tout cas que vous ayez tous les outils pour le faire, mais aucun problème. Merci beaucoup. Catherine, parmi les questions, on pose la question de savoir si le questionnaire prend en compte le secteur d'activité, en l'occurrence secteur médical et dispositifs médicaux. On a une question qui permet de segmentation sur les métiers, en fait, les différents métiers que l'on trouve dans le secteur industriel métallurgie. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, qui va permettre en tout cas aux répondants de se situer justement pour qu'on ait une vision un peu plus précise, puisqu'effectivement, comme l'avait rappelé Luc, le secteur métallurgie industrielle, c'est très large, hein, il y a énormément de sous-activités ou de sous-familles d'activités, donc il y a en tout cas un découpage dans ce sens qui va permettre aux répondants de se positionner en lien, encore une fois, avec les familles de métiers de la métallurgie. Donc, c'est vraiment réservé qu'à l'industrie de la métallurgie. Au secteur industriel. L'industrie. L'industrie. Pas que métallurgie. Que métallurgie. Tout le secteur industriel. C'est même tout secteur industriel. Donc, on a un partenariat un peu renforcé avec la métallurgie. Mais si vous êtes dans l'industrie textile, dans l'industrie chimique ou dans toute autre industrie, vous pouvez également postuler. Hein, je ne me trompe pas, me semble-t-il. Oui, on a des entreprises de l'agroalimentaire. C'est ça. Oui. On a même le secteur, l'industrie agroalimentaire qui peut être, d'ailleurs, le projet a été relayé auprès des entreprises aussi de ce secteur. Donc c'est vraiment l'industrie au sens pharmaceutique aussi. C'est pas seulement la métallurgie, c'est tous les secteurs. Non, pardon. Oui. peu... Oui, parce qu'on fait des raccourcis, parce qu'on a un partenaire avec l'UIMM Lyon-France, donc je fais des raccourcis, mais c'est vraiment l'industrie au sens large, tout à fait. Vous faites bien de le souligner. C'était un peu confus dans ma tête. Alors. Non, mais c'est moi qui ai insisté sur l'UIMM Lyon-France, mais c'est vraiment l'industrie dans sa globalité sur toutes ses dimensions. Parce que si je veux en parler à mes clients, il faut que ça soit clair, il ne faut pas que je leur ouvre des espoirs. Non, c'est vraiment le secteur de l'industrie avec le périmètre géographique Haut-Rhin.
et le moins de 300. C'est les 3 critères en fait sur lesquels on s'est engagé auprès du Fonds d'amélioration des conditions de travail. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Oui, j'ai une petite question par rapport au moins de 300. L'appartenance à un groupe pose problème ou pas? Il faut à ce moment-là que l'établissement soit situé en région Auvergne-Rhône-Alpes et soit moins de 300. D'accord. En tout cas, c'est la latitude que l'on a par rapport en tout cas aux critères sur lesquels on s'est engagé dans le cadre de cet appel à projet. Parce qu'en fait, l'idée, le Fonds d'amélioration des conditions de travail soutient ce type de projet à destination des entreprises de taille en tout cas plus petite parce qu'elles ont, comme on l'a dit en intro, moins les ressources humaines pour travailler ces sujets et pour autant elles ont des besoins. Donc l'idée c'est de soutenir, comme on fait appel pour partie à des fonds publics, c'est de soutenir des entreprises en tout cas dont la taille ne permet pas forcément d'avoir les ressources pour travailler ces sujets. Donc l'idée c'est qu'en tout cas à minima, l'établissement soit situé en aura et soit moins de 300 et aussi une autonomie quand je dis établissement, c'est-à-dire que il ait un pouvoir de décision sur le périmètre concerné puisque il y a dans la foulée de cette enquête de la marge de manœuvre dans la mise en place des actions. Donc c'est le fait d'appartenir à un groupe, mais oui, en ayant cette latitude de décision, ce pouvoir de décision situé plus localement. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est plus, une filiale qu'un établissement. On est d'accord. Ça peut être un établissement ou une filiale un établissement. Avec les critères effectivement que je viens d'évoquer sur en tout cas la prise de décision et puis la marge de manœuvre en termes d'autonomie par rapport à la maison mère, par exemple. Mais si vous avez des cas particuliers, parce que c'est délicat de manière exhaustive, si vous avez des situations en tête et des entreprises qui sont intéressées, à ce moment-là, reprenez contact avec nous et puis on regarde de manière plus précise pour qu'on puisse répondre à leur questionnement. Et dans tous les cas, d'ailleurs, si vous avez besoin d'approfondir aussi la démarche avec nous avant de vous inscrire, vous avez les coordonnées Moody Light qui sont affichées, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. Vous aurez aussi l'adresse mail, je crois, en fin de support. Donc on peut tout à fait échanger de façon plus personnelle, plus individuelle, en tout cas sur le dispositif avant de vous inscrire. Je pourrais apporter une petite précision en ce qui concerne nos intentions en tant que MEDEF Lyon-Rhône. C'est bien entendu de pourvoir, à l'issue de l'ensemble du process qui doit aboutir à l'élaboration, si j'ai bien compris, d'un livre blanc, d'un ouvrage qui va restituer un peu les bonnes pratiques d'entreprise. L'idée, ce sera ensuite de diffuser le plus largement possible de façon à ce qu'il y ait un maximum d'entreprises concernées qui puissent bénéficier, je dirais, de cette réflexion collective qui aura eu lieu et qui pourra rayonner largement auprès des entreprises. Je pense que c'est important de dire que l'intention ultérieure est évidemment de diffuser le plus largement possible les fruits de cette réflexion collective. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Vous êtes, Aurélie et Catherine, au bout de votre présentation, vous, pour ce qui vous concerne? Oui. Sur la présentation du dispositif, on a tout abordé. Et puis, l'UMM se proposait de revenir sur l'accord SSQBCT de 2022 pour aussi apporter quelques éléments contextuels et quelques dispositifs aussi complémentaires. Alors, c'est lui qui est Aurélien, là? Oui. Donc, non pas pour accaparer le projet métallurgie, mais peut-être un peu pour donner de la hauteur, parce qu'effectivement, on a une nouvelle convention collective, et dans le cadre de cette nouvelle convention collective, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu un accord indépendant à la convention collective, mais ciblé sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail, qui a été discuté, et ça tombe très bien que Christophe soit là, parce qu'elle a été discutée avec les partenaires salariés,
Et ce qu'il a montré, c'est qu'il y a quand même d'énormes points de convergence. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas sur ces sujets-là, syndicats patronal et syndicats de salariés sont d'accord quasiment sur tous les points qui vous sont présentés sur la slide qui est présente, que je vais brièvement relire. C'est de se dire que les sujets santé, sécurité et conditions de vie de travail sont des facteurs de performance industrielle. On en est tous convaincus. De l'importance aussi d'articuler plusieurs démarches de progrès et globalement de focaliser plusieurs démarches qui peuvent être des démarches lean, qui peuvent être des démarches de productivité, vers des démarches de qualité de vie et conditions de travail. Donc essayer de ramener un petit peu tout et à chaque fois de se poser l'impact, la question de l'impact santé des différents projets qui sont développés par les entreprises. Bien sûr, de se dire que les démarches QVCT doivent porter des efforts avant, malheureusement, les quelques chiffres que je vous donnais tout à l'heure et les constats que Catherine et Aurélie vous faisaient partager. Donc, avant, bien entendu, de traiter des dysfonctionnements, l'importance de faire de la prévention, l'importance de créer une culture. C'est vraiment un sujet important, une culture globale, qualité, conditions de travail, encouragée par la direction et encouragée également par les différents niveaux hiérarchiques. Et on rappelle bien dans cet accord, sans rentrer dans le détail, l'importance de toutes les strates de la hiérarchie, des collaborateurs, au management de proximité et aux strates de management de l'entreprise. Bien sûr, de faire le lien avec le dialogue social et puis à nouveau de faire le lien avec toutes les thématiques qui peuvent être développées dans le code du travail. Donc, les thématiques plutôt régaliennes de la santé-sécurité doivent prendre leur importance, mais doivent effectivement être élargies dans une question plus globale de la qualité de vie au travail. Et l'accompagnement de la branche, ça sera de proposer de faire émerger, mais comme c'est le cas à travers ce projet, de faire émerger des bonnes pratiques et au maximum de les déployer et de les faire connaître. Et puis dans les finalités, il y a bien sûr l'importance du maintien en emploi des salariés dans les différentes entreprises avec tout ce qu'on a vu auparavant et puis de continuer à être en veille, et c'est important, sur les différentes techniques émergentes qui peuvent avoir de nouveau des impacts sur la santé et les conditions de travail des salariés. Donc ça, ça nous semblait important de profiter de cette occasion de ce webinaire pour rappeler les points saillants de cet accord santé, sécurité, conditions de vie de travail qui, en fait, n'impose rien de nouveau. Il n'y a pas d'imposition dans le cadre de cet accord-là. C'est plutôt une volonté partagée commune d'avancer sur des sujets et d'initier des démarches telles que la démarche qui vous a été présentée ce matin. Rappeler, je crois que c'est sur la slide d'après, que du coup, pour le mettre en œuvre, la métallurgie a souhaité créer une commission dédiée, une commission paritaire, de nouveau, dédiée à la démarche QVCT, qui aura pour objectif un peu ce qui est rappelé dans la slide ici, mais en gros, d'identifier toutes les initiatives qui peuvent être prises de manière individuelle ou collective par les entreprises, d'essayer d'en faire écho, d'en faire la synthèse et de s'en faire l'écho, donc d'analyser tout ce qui peut marcher ou tout ce qui ne fonctionne pas également, et puis de mettre à disposition derrière des outils. Clairement, c'était la question des entreprises, que ce soit sur l'évaluation du climat social, que ce soit sur la mise en œuvre de bonnes pratiques, aider au maximum les entreprises à s'engager sur les différentes démarches. Donc, on a listé des sujets sur la slide d'après, mais c'est globalement hyper ouvert, comme les sujets que vous avez pu partager dans le cadre du projet aujourd'hui. Là, c'était quelques spots qui paraissaient importants côté patronat et salariés, avec de se dire, il sera important de travailler sur l'aménagement du temps de travail, sur les questions de connexion, de télétravail, mais également avec des choses qui peuvent paraître nettement plus éloignées de l'entreprise, avec des sujets sur les programmes nutritionnels ou la place du sport dans l'entreprise, les questions de reconnaissance, de convivialité. Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir, et ça a bien été rappelé toute la matinée, la grande largeur des sujets qu'on peut avoir sur les sujets conditions de vie de travail et qualité de vie au travail. Voilà, donc c'est simplement à nouveau pour rappeler que
dans notre secteur, c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui apparaît de manière très importante dans les sujets des entreprises, hein, et pas que. Et on pourrait se dire que c'est un sujet qui concerne que les ressources humaines. Aujourd'hui, on le voit bien dans les échanges qu'on a. On a des directeurs industriels qui nous posent des questions, évidemment des collaborateurs, les relations qu'on a avec les élus des entreprises, hein, les élus, les CSE montrent bien là aussi l'importance que peuvent reconnaître ces sujets-là. Donc, l'émergence des sujets, elle vient de plusieurs parties de l'entreprise, quoi. Voilà, je pense est-ce qu'il y a une réflexion qui est portée sur l'aspect générationnel? Parce que l'émergence de ces sujets rejoint aussi le souci d'équilibre vie perso, vie pro, dont on voit bien qu'avec les générations, il a beaucoup évolué. Donc je pense qu'il y a aussi, on disait tout à l'heure que c'était en lien avec les difficultés de recrutement, parce que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à tous ces thèmes-là. Il y en a un qui n'apparaît pas, mais qui revient régulièrement, qui est aussi celui de la quête de sens, qui est forcément lié à ça. Et donc, je pense qu'il faudra avoir une attention particulière au point de vue des jeunes collaborateurs. Aussi parce qu'ils sont l'avenir de l'entreprise. C'est clair, c'est un sujet. Après, c'est un peu ce qui est mis au milieu de la slide, hein. C'est vraiment que les actions, les sujets ne sont pas du tout les mêmes d'une entreprise à une autre. Donc, le sujet que vous amenez, Bruno, ça dépend vraiment de la pyramide des âges de l'entreprise. Ça peut être un sujet effectivement très important, comme un sujet moins important pour d'autres entreprises. Donc, c'est là aussi où les ateliers individuels de la démarche, ils prennent toute leur importance. On ne va pas développer les mêmes sujets dans la dizaine d'entreprises qui sera accompagnée sur le projet. Et de mémoire, dans l'enquête, on a une segmentation par l'âge qui pourra permettre de détecter ou pas ce genre de particularité. Oui, et puis et on a volontairement, on a volontairement souhaité ne pas focaliser sur la population des seniors. Souvent, quand on parle de prévention de l'usure professionnelle, on pense spontanément à la population plus âgée en entreprise. Mais comme on parle de prévention, on s'intéresse bien à toutes les classes d'âge. Donc, tout le monde est concerné, en tout cas, par les potentielles actions qu'on pourrait mettre. On regardera effectivement s'il y a des différences significatives de problématiques selon les populations, mais ce qui n'empêche de toute façon de s'intéresser à l'ensemble, en tout cas, des populations de salariés, quelle que soit la génération. Oui, puis pour compléter sur ces questions de prévention de l'usure professionnelle, on sait bien que plus on agit en amont sur ces questions de conditions de travail et mieux on est dans la prévention, parce que souvent on a en tête qu'on va faire la prévention de l'usure professionnelle quand on a on est en milieu de carrière, et en réalité, Bruno évoquait les questions de sens. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais des causes plurielles de l'usure professionnelle, le sens en fait part. La perte de sens, en tout cas, peut générer de l'usure. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de cette démarche, c'est d'avoir une approche la plus large possible et de ne pas forcément focaliser sur une tranche d'âge en particulier, mais de se dire les conditions de travail, comment on agit sur ces conditions de travail pour prévenir ces questions d'usure et pas se retrouver confronté avec des problématiques d'inaptitude, de repositionnement professionnel qui sont souvent un peu tardifs. Et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure cette étude sur la soutenabilité, parce que effectivement, ça décroît avec l'âge, mais on a de plus en plus, en tout cas, de personnes qui sortent de l'entreprise. Et donc, du coup, la question de la soutenabilité ne se pose plus parce qu'elles ne sont plus dans l'entreprise. Donc, vraiment, tout l'enjeu, c'est de pouvoir prévenir et puis en tout cas susciter en tout cas de l'engagement des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle, et donc de travailler aussi sur ces questions de sens au travail. C'est toutes ces questions qui vont faire que on aura plaisir à venir travailler, et en même temps qui sont aussi des facteurs de protection, puisqu'on sait que le travail dans de bonnes conditions, c'est aussi en tout cas un signe de bonne santé. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu du dispositif et du projet que l'on vous présente. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, suggestions ou questionnements. Oui, pour la CFDT, je voulais ajouter qu'effectivement, ce projet, c'est une opportunité
en fait, de faire des diagnostics partagés et de faire un état des lieux des perceptions et de voir les sujets sur lesquels c'est plus prioritaire de travailler. Et je vais en rajouter une couche, mais on le sait que la prévention coûte moins cher que le correctif. Donc, si on a plus de santé, on a plus de performance et une meilleure attractivité. Et donc, ça amène à travailler sur le sens, ça amène à travailler sur sa marque employeur, etc. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on peut se rejoindre, puisqu'il faut qu'on se repositionne industriellement sur tout ça pour travailler sur la qualité des emplois et aborder la qualité du travail, c'est un point qui est fondamental. Parfait, merci Christophe pour ce point de vue. Je rappelle que si le projet, si le FACT a souhaité nous suivre dans ce projet, c'est entre autres parce qu'il était porté de manière paritaire et aussi parce qu'il associait les services de santé au travail qui permettent de jouer la complémentarité sur le volet à la fois santé et on va dire psychosociaux. Donc pour aborder l'ensemble de la problématique. Je crois que nous arrivons au terme des présentations. Aurélie et Catherine. Oui, en tout cas, nous, on a fait le tour. On a fait le tour, en tout cas, de la présentation. Si on a fait le tour des questions ou des interrogations, en tout cas à date, puisqu'on reste à votre disposition et vous avez toujours la possibilité de nous solliciter pour que l'on puisse rentrer un peu plus dans le détail, répondre à vos interrogations, y compris sur les périmètres. Tout ça est ouvert en termes de questionnement. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Il peut y avoir des questions qui vous viennent après ce webinaire. Donc, en tout cas, on vous remercie déjà d'avoir participé et puis d'avoir interagi avec nous. Le sujet, en tout cas, intéresse et questionne. Donc, ça, c'est déjà, en tout cas, un point de satisfaction en termes de contribution. Eh bien, merci à tous. Donc, pour les entreprises, vous l'avez compris, n'hésitez pas, participez à l'enquête, faites-la rayonner autour de vous, interrogez vos collaborateurs. Et les retours que vous en aurez seront instructifs pour vous d'abord et puis, je pense, pour la collectivité des entreprises ensuite. Donc, à user sans modération, dirons-nous. Voilà, en tout cas, excellente journée à tous. Et puis, rendez-vous, on espère, à travers l'enquête, puis la restitution, puis les ateliers. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Merci. Et bravo à Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.